Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, contrôle des parrainages, ça passe pour le PUR, ça cale pour Idy. Idrissa Seck devra corriger des doublons externes. Les candidatures de Cheikh Bamba Dièye et du juge Amadou Dème passent à la trappe. Nous ferons le point dès le début de cette édition. Incendie dans un site d'orpaillage à Kédougou. Les dégâts matériels sont considérables. L'explosion d'une batterie serait à l'origine du sinistre. Reprise des cours des étudiants de l'UCAD au CICES. La mise à disposition des salles ne sera pas gratuite, prévient le directeur général du centre. On vous explique tout. Et puis culture, Rio a son festival, Saint-Louis a son fanal. L'élégance, la grâce, les traditions saint-louisiennes célébrées à l'occasion du festival culturel Fanal. C'était la 23e édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Ça passe pour le PUR, ça cale pour Idy. La candidature de Idrissa Seck reste en suspens pour cause de doublons. Mais pas de panique, pas de quoi s'inquiéter selon son mandataire. En revanche, plusieurs autres candidatures sont passées à la trappe. Habib Faye. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ne digère pas son élimination lors de l'étape de vérification des parrainages par le Conseil constitutionnel. Plus de ces 15 000 parrains rejetés, il pointe du doigt. Il faut trouver un bon fichier, sinon le camp de Macky Sall va encore gagner les élections. J'ai noté qu'il y a 2 fichiers, c'est grave. Et selon leur désir, ils retiennent soit l'un, soit l'autre. Cependant, il faut retenir que ce n'est pas le président Macky Sall qui va me barrer la route. Le Conseil constitutionnel n'a validé que 2 candidats sur 10 ce matin. Professeur Daouda Ndiaye et Idrissa Seck passent à l'examen de vérification. Mais le leader de Rewmi doit, comme en 2019, faire la session de rattrapage pour remplacer ces doublons. Le Conseil constitutionnel, après analyse, a validé 47 556 parrains pour professeur Daouda Ndiaye. Et on a 7 150 rejets que nous allons traiter à l'interne, parce que c'est des rejets qui sont multiples. On a validé les régions, il nous reste uniquement à travailler pour remettre les doublons pour pouvoir atteindre la barre minimale de 44 231. Donc nous rendons grâce à Dieu par rapport à ça et nous sommes en séance de rattrapage comme en 2019 et nous sommes confiants que nous allons passer parce que si le nombre de doublons ne pouvait pas régler le problème, nous serons éliminés. 2 mandataires sont venus au Conseil constitutionnel déposer un recours. Il s'agit de Passe-Passe et la coalition El Hadj Malick 2024. Pour le contrôle des parrainages, la machine a bugué, l'analyse du logiciel à 6%, il a bugué, il a attendu quelques minutes, il n'a pas dépassé les 6%. On a redémarré la machine pour continuer le contrôle de mes parrainages. Ils ont parlé de transfert de données électroniques, impossible à télécharger. Situation atypique. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a dit. C'est une situation qui ne vient pas, qu'on n'a pas prévue dans la loi. Les mandataires continuent de défiler au Conseil constitutionnel avec leur lot de parrains. Seul le mandataire de Talla Sylla s'est absenté ce matin. Parmi les recalés du jour, on peut citer Jean-Baptiste Diouf, Cheikh Bamba Dièye ou encore Oumar Sylla. L'amertume des recalés justement comme Aminata Assome Diatta, l'ex-ministre du Commerce, réclame le recomptage de ses parents. Voici Aminata Assome Diatta avec nos équipes. Ce qui est de la non-conformité du rapport général et des rapports par région, nous avons tous été très surpris de voir sur le rapport produit par la commission de contrôle que le PSC Diapo n'a validé que pour la région de Dakar. Donc, nous demandons à ce que la commission procède au recomptage des voix, mais également à ce que de pareilles erreurs ne se reproduisent pas. En ce qui concerne nous, nos membres de la coalition PSC Diapo, nous poursuivons le contrôle. Aujourd'hui, nous avons jugé utile de faire cette déclaration uniquement, comme je l'ai indiqué,
pour éviter que ces erreurs ne se reproduisent pour les autres candidats. Mais également dire aux candidats, que ce soit ceux qui ont déjà subi le contrôle ou bien ceux qui vont le subir à partir de demain, de rester focalisés sur leurs objectifs et de ne pas hésiter à examiner les différents rapports qui seront produits par la commission. Parce qu'il y a une mine d'informations dans ces rapports. Et donc toujours de ne pas hésiter à procéder à une... Toujours dans l'actualité politique, Karim Wade a livré un avant-goût de son programme ce lundi. Pour ses partisans, le doute n'est plus permis. Leur candidat viendra bientôt relever les nombreux défis au Sénégal. Voyons tout cela avec Fatima Touré. Après 7 ans d'exil au Qatar, Karim Meïssa Wade annonce enfin son retour. Présidentielle, il délivre un discours adressé à la nation en déclinant ses ambitions une fois au Sénégal. Un speech qui suscite d'énormes polémiques, même si pour cet analyste politique, le contenu est rassurant. Pour une fois, on l'entend dire, l'exil est bientôt fini. Il dit bien l'exil est bientôt fini. Il nous met dans une situation où effectivement il confirme qu'il y a eu exil. Ensuite que c'est bientôt fini, mais il n'a pas dit c'est fini. Qu'est-ce qu'il lui fait dire? De qui a-t-il la promesse? C'était quoi les conditions avant? On ne sait pas. Mais au moins il vient de dire qu'il va rentrer. C'est une promesse. La deuxième chose, qu'est-ce que je viens faire? Je viens chercher à mettre les Sénégalais ensemble. Les rancœurs, les adversités, c'est fini, c'est derrière moi. Le message du pardon, il l'a sorti très clairement. C'est extrêmement important aussi. Le Sénégal a besoin de paix. Il va dans ce sens-là. Je veux que les Sénégalais soient ensemble, que nous travaillions ensemble. Ça, c'est les points fondamentaux. Maintenant, il y a ce que tous les candidats disent, la jeunesse, l'immigration, etc. Mais ça, on le comprend. Donc, sur le plan du fond, voilà ce qu'il fallait retenir dans le discours de Karim. Pour ce qui est de la forme, des critiques sont formulées par les observateurs. Mais pour les partisans de Wade fils, le message reste le plus important. La communication aurait été encore beaucoup plus captivante s'il avait un décor moins vide, parce que le décor est très vide. D'abord, c'est un plan large, ensuite, c'est vraiment vide, un drapeau du Sénégal ici, et ensuite le logo de comme candidat. C'est très vide. On aurait pu serrer un peu plus, ça aurait été plus sympathique. Aujourd'hui, c'est l'ère des nautiques, comprenez. Mais Karim a parlé le plus normalement du monde, le plus naturellement du monde. Je pense que l'essentiel ici, c'est de décrypter le message. Quel est le sens du message envoyé ou lancé par le candidat? Quels sont les éléments essentiels qu'on peut tirer de ce message? Mais vous confirmez que c'est Karim qui était en train de parler? Mais bien sûr que oui, mais c'est pas un autre, c'est pas un robot, c'est bien Karim Meïssa Wade. Même si Wade fils annonce son retour au Bercail, il garde toujours la main haute sur la date. Mais il a décliné son retour, Fatima. Parce que quand le président Karim Wade vous dit que son exil est arrivé à terme, autrement dit, cela veut dire seulement qu'il rentre chez lui. C'est un signe indicatif. L'autre signe indicatif, c'est qu'il nous a dit à très très bientôt. Quand on se sépare d'une personne et qu'on l'a dit à très très bientôt, cela veut dire que dans quelques moments, vous allez vous revoir. C'est aussi clair. Alors donc, Karim sera là. Il ne lui appartenait pas de donner la date exacte. La date exacte, c'est nous qui allons la donner, en collaboration avec lui en tant que candidat. Nous verrons le moment opportun, le moment idéal, vraiment le temps requis pour qu'il puisse rentrer. Karim Wade, après plusieurs annonces avortées, semble cette fois-ci déterminé à participer aux joutes électorales de février 2024. Il annonce déjà les couleurs à travers sa sortie. Reste à voir si le candidat du PDS va fouler officiellement le sol sénégalais. Merci Fatima. Dans l'actualité également, l'Association des maires du Sénégal prône des réformes en faveur des élus locaux. Une hausse des indemnités des maires est annoncée, de même que pour leurs adjoints. Dans les nouveaux textes, les maires vont bénéficier également d'une assistance sociale et d'un meilleur encadrement. Voyons tout cela avec Aminata Baresso.
Ces avantages accordés aux maires font suite à des négociations engagées avec les pouvoirs publics. En première ligne, l'augmentation des indemnités financières allouées aux maires jadis jugées dérisoires. Et on est content aujourd'hui de constater, suite à ces négociations, des pas importants ont été faits dans le domaine de l'amélioration du statut de local. Par exemple, on peut parler des indemnités qui seront fortement améliorées. Il y a des ordres de communes et que vraiment les discussions ont abouti à ce que ces indemnités soient très fortement améliorées. On ne peut pas encore annoncer les chiffres puisqu'on est en train de finaliser, mais il faut le noter. Outre ce point relatif à l'aspect financier, la couverture sanitaire et sécuritaire de l'élu local sera plus encadrée dans le nouveau texte. Selon les accords que nous avons, cela ne sera plus possible. Donc l'arrestation du maire ou son interpellation sera quand même astreinte à certaines procédures. Nous ne réclamons pas l'immunité, mais nous voulons quand même qu'on arrête de banaliser l'interprétation et l'arrestation du maire. Et tous ces avantages seront appliqués aux maires du Sénégal. Et je vais vous dire que tout parti politique qui dispose de maires a son représentant au sein du bureau de l'association des maires. Nous sommes là pour tous les maires du Sénégal sans tenir compte d'aucune forme de considération politique. Les adjoints aux maires sont aussi pris en compte dans les réformes. Des commissions paritaires travaillent pour mettre en application ces acquis, des acquis qui devraient revaloriser la condition sociale, mais également financière de l'élu local. L'autre grand titre de cette édition, incendie dans un site d'orpaillage à Kédougou. L'explosion d'une batterie serait à l'origine du sinistre qui s'est déroulé à Tenkintoding, localité située à une vingtaine de kilomètres de Kédougou. Les témoignages recueillis par notre équipe. Ce soir même, après-midi, à 4h, il y a un incendie qui s'est déclenché à travers une batterie qui a explosé. Et il n'y avait personne dans la chambre. La batterie a explosé et qui a causé un important dégât matériel. Donc il y a une soixantaine de cases qui est partie en fumée, plusieurs autres matériels des groupes électrogènes. Et heureusement, et Dieu merci, nous pouvons remercier le Tout-Puissant Allah, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Donc c'est une situation qui est très répétitive. Ici à Tenkintoding, mais en général dans la commune de Tomboronkoto. Parce que ne serait-ce que la semaine dernière, il y a 3 jours de cela, à Bantako aussi, on a eu vraiment cette même situation. Les constructions sont faites en particulier avec de la paille. Et en cette période, donc, mais aussi des batteries qui souvent sont avec leur explosion. Et quittons les montagnes de Kédougou pour redescendre à Dakar, où le directeur général du CICES dit oui à l'accueil des étudiants de l'UCAD pour leurs cours en présentiel. Mais attention, la mise à disposition des salles ne sera pas gratuite, car le CICES, structure événementielle, est une société parapublique. Explication, Fatou Bintou Conté. Présence des étudiants pour le cours en présentiel n'agrégère le collège des délégués du CICES, l'un des sites choisis parmi tant d'autres pour accueillir les étudiants pour leur cours de remédiation, même si le directeur général n'y trouve aucun souci. Aujourd'hui, les inquiétudes quand même du collège des délégués du CICES, acceptons de dire que les étudiants ne sont pas des clients intéressants. Parce que nous sommes une structure événementielle de l'État. Ce n'est pas l'État qui paye les salaires au niveau du CICES. L'État nous donne 20% de notre budget. Les 80% proviennent des recettes d'exploitation. Sans la location, c'est difficile de payer les salaires. Voilà la première inquiétude. Condition que l'État via le ministère de l'Enseignement supérieur casse sa tirelire parce que le CICES, selon le directeur général, est une structure commerciale. J'ai reçu des responsables de l'UCAD qui ont fait le déplacement pour visiter nos locaux. À la suite maintenant de cette visite, ils vont nous faire leur expression de besoin.
Une fois que nous allons recevoir les expressions de besoin, nous allons faire une cotation. Autrement dit, la facturation. Parce que ça va être facturé. Nous, c'est payant. D'ailleurs, certains sites seront mis à la disposition des étudiants et d'autres seront aménagés pour la circonstance. On a mis à leur disposition quand même des salles, bon, je crois au nombre de 6 comme ça. Mais vous savez, nous avons de l'espace. Nous avons de l'espace qui est modulable, qu'on peut en faire rapidement des salles, etc. Donc, on peut mettre à leur disposition. Le CICES, contrairement aux autres sites, est assez spécial. Ici, l'État devra débourser pour que les étudiants puissent faire cours. Restons au CICES où les portes de la Foire internationale de Dakar seront encore ouvertes jusqu'au 7 prochain. Vous avez donc jusqu'à dimanche pour visiter la foire. C'est une demande du secteur informel selon le directeur général. Prolonger la foire jusqu'au 7, difficilement. Difficilement nous avons prolongé. Parce que ma raison d'être ici, ce sont les exposants. Cette année, nous avons reçu 30 nationalités, 31, y compris le Sénégal. Et ces opérateurs économiques qui viennent de l'étranger se mobilisent pendant des mois avec leurs conteneurs et tout, leurs bagages sont là. Ils sont obligés d'écouler, sinon ils ont des difficultés pour retourner encore avec ça. Et également, c'est le rush à la fin. On attend le dernier moment pour venir, comme tous Sénégalais. Voilà les réalités qui ont fait que j'ai eu quand même un sentiment vraiment de tristesse. J'ai vu parce que sinon c'est des millions que les exposants vont perdre ici, des milliards. Et j'ai dit donc j'accepte de prolonger difficilement. Et puis santé, la direction de l'hôpital de Pikine, au camp militaire de Thiaroye, demande le relèvement du plateau technique. La direction dénonce également l'accès difficile à l'établissement. Écoutons le directeur Ousmane Gueye avec notre équipe dans la banlieue de Dakar. Un travailleur, mais les difficultés ne manquent pas. Vous savez, nous sommes un EPS de niveau 3, mais le seul EPS au niveau de la banlieue dakaroise, Pikine, qui fait à peu près 1 700 000 habitants, où nous avons besoin d'une augmentation de notre subvention. Pour le ministère de la Santé est en train de faire des efforts parce que nous avons eu des augmentations, mais je pense que ça ne suffit pas et nous souhaitons que cette subvention soit vraiment revue à la hausse. Accès, vous savez, il y a un projet de l'État qui est là pour effectivement désenclaver cet hôpital. Les travaux ont commencé du côté de Thiaroye-Gare et nous pensons que ces travaux permettront effectivement le désenclavement de l'hôpital. La prise en charge dépend toujours de la qualité du personnel en ressources humaines et aussi du matériel. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, je crois qu'il y aura moins de soucis. Dans l'actualité culturelle, la 23e édition du Fanal de Saint-Louis s'est tenue. Si Rio a son festival, Saint-Louis a son Fanal où l'élégance, la culture, la grâce, les traditions saint-louisiennes sont célébrées comme chaque année. C'est un reportage de Ousseynou Diop et Habib Sek. Le Fanal est une activité culturelle qui se déroule chaque année à Saint-Louis. Pour cette édition, Saint-Louis a encore vibré au rythme des chants traditionnels des femmes de la vieille ville. Mais le Fanal rencontre depuis quelques années des difficultés. Et pourtant, cette activité culturelle a un poids touristique énorme dans la ville. Du grand-père à la grand-mère jusqu'au petit-fils, toute la famille vient voir le Fanal. Maintenant, s'y ajoute maintenant, comme c'est la période du mois de décembre, les touristes viennent voir le Fanal. Les chants Fanal, le Fanal a lui-même constitué. Tout ceci est un patrimoine. Et c'est un patrimoine non seulement immatériel, mais c'est un patrimoine aussi matériel. Pour les organisateurs, les autorités locales et nationales doivent désormais accompagner le Fanal. Notamment, la commune de Saint-Louis appuie le Fanal, le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme. Mais c'est que cet appui-là est timide encore. Surtout du côté de la commune de Saint-Louis, nous attendons plus pour la subvention. La commune doit faire un effort pour augmenter la subvention qu'elle accorde au Fanal de Saint-Louis. La pérennisation est, selon Marie-Madeleine Diallo, une urgence malgré les nombreuses difficultés. Cette année, beaucoup d'activités ont été annulées à cause des problèmes financiers. Il faut pérenniser ce Fanal et on ne peut pas le pérenniser sans moyens. Et on a beaucoup de difficultés à
pouvoir donner le maximum de nous-mêmes. D'habitude, c'est plus grandiose, c'est plus spectaculaire que ça. On faisait des spectacles son et lumière, on faisait de grands takusanounda. Mais quand il n'y a pas de moyens, on a dû passer au plan C et même au plan D. Le fanal est une activité culturelle très importante pour les artistes de la ville de Saint-Louis. Mais chaque année, les initiateurs peinent à organiser cette rencontre culturelle. Magnifique Ousseynou, merci beaucoup. Dans l'actualité culturelle également, retour sur les temps forts du concert de Youssou N'Dour. Les fans se sont enjaillés, comme vous le voyez sur ces images, au rythme des chansons du roi du Mbalar. Retour sur ces temps forts avec Cheikh Diop et Amadouba. Songoudan, Amitié, Sinébar, Bouki, entre autres titres. Youssou N'Dour a revisité son répertoire. « 25 morceaux pour 3 heures de spectacle. » J'ai pas de mots. Je veux dire, je leur souhaite une belle et heureuse année, de santé, de fer, et surtout beaucoup de prospérité, de la paix. Et, je sais pas, je trouve pas les mots. Ce sont des moments, effectivement, on pense que c'est moi qui donne, c'est nous qui donnons, mais on reçoit énormément par la présence des gens, le Nouvel An, beaucoup de choses qu'on ressent. C'est vrai que vous nous voyez rigoler, mais on est très émus aussi en voyant tout cela, en jouant des chansons qui ont plus de 20 ans ou 30 ans. Et c'est un moment très intéressant. Ces fans sont venus nombreux, de la joie, presque partout. C'est toujours un plaisir d'être là, d'assister à ces concerts. C'est une tradition de Dakar, de la culture de grand Youssou N'Dour. Nous sommes dans la maison, donc il est tout à fait normal que nous puissions venir. Ah ben c'est incroyable, c'est incroyable. Si je vais choisir un artiste africain que je voulais voir ici en Afrique en concert, c'était Youssou N'Dour. Chacun a son propre morceau. Je dirais Sinébar. Il y a énormément de leçons à tirer. Toutes les chansons de Youssou N'Dour sont mes chansons. Donc voilà, on s'amuse. Mais j'aime bien quand ils sentent vraiment, quand ils sentent la femme Tchigen. Et je le dédie à ma femme, à mes enfants, à ma mère et à toutes les femmes. Youssou N'Dour, l'homme des 3 générations. Une confirmation. Nous sommes presque une dizaine, accompagnés par nos femmes et nos enfants. Ça c'est ma fille aînée. La première dame du Sénégal était aussi de la partie, la grande surprise de cette année. Le leader du Super Étoile donne rendez-vous le 6 janvier prochain au Grand Théâtre de Dakar pour le Grand Bal. Merci, chère fenêtre sur l'actualité internationale avec ce récit de Daniel Diouf. L'Égypte de l'Éthiopie au BRICS est officiellement entré en vigueur lundi. Les 2 pays ont été invités aux côtés de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de l'Iran à rejoindre le groupe en août 2023 après le 15e sommet des BRICS qui s'est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud. Composé à l'origine du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, les BRICS ont reçu de nombreuses demandes d'adhésion ces dernières années. L'Argentine, qui était l'un des 6 pays invités en août à rejoindre l'organisation, ne fera finalement pas partie du groupe des nouveaux membres. Son nouveau président, un ultra-libéral, ne souhaite pas que son pays intègre le bloc. Un nouveau Premier ministre pour le Tchad, il s'agit de cet homme, Succès Masra, son nom. Il a pris les commandes du gouvernement tchadien. 24 heures après sa nomination, il a dévoilé la nouvelle équipe dirigeante composée de 41 ministres, dont 5 ministres d'État et 11 secrétaires d'État. Une équipe qui ressemble à celle de son prédécesseur, Saleh Kebzabo, qui a démissionné avec l'entrée en vigueur de la Ve République. Quelques changements tout de même à noter dans les ministères des télécommunications, des sports, l'éducation nationale et l'économie, avec le départ de plusieurs caciques de l'ancien régime. Le nouveau Premier ministre et président du Parti des réformateurs a voté oui lors du référendum du 17 décembre dernier, une décision qui tranche avec son appel à boycotter le dialogue national inclusif une année plus tôt.
Farouche, opposant au régime de la transition militaire, Succès Masra avait pu regagner le Tchad à la suite d'un accord signé à Kinshasa sous l'égide du président Félix Tshisekedi. C'est désormais officiel, l'ambassade de France au Niger est fermée jusqu'à nouvel ordre. Ce sont les termes du communiqué publié ce mardi par le Quai d'Orsay. La décision prise en décembre prend alors effet dès ce mois de janvier. La diplomatie française évoque des entraves rendant impossible l'exercice de ses missions. Blocus autour de l'ambassade, restriction des déplacements pour les agents et refoulement de tous les personnels diplomatiques qui devaient rejoindre le Niger en violation évidente, toujours selon le communiqué de Paris. L'information précise que les activités de l'ambassade de France au Niger devraient se poursuivre depuis Paris. Et puis, un Airbus A350 de la compagnie Japan Airlines a pris feu ce mardi à l'aéroport de Tokyo après avoir percuté un autre avion. Les 367 personnes à bord de l'appareil ont été évacuées, mais 5 passagers de l'autre appareil ont été tués. C'est ce matin que l'avion de la Japan Airlines a pris feu sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo Haneda après une collision au sol avec un appareil des gardes-côtes japonaises. Merci Daniel. Et puis dans l'actualité sportive, les préparatifs de la CAN, nous sommes à J-11. La Guinée en préparation aux Émirats Arabes Unis et puis les choses qui se compliquent pour le Cameroun. Le Sénégal qui en est à son 3e jour de préparation. Le round-up de l'Actu Sport avec Chersa Deboutiara. Dans le cadre de sa préparation de la CAN 2023, l'équipe nationale du Sénégal a effectué cet après-midi une séance d'entraînement à huis clos au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. La 3e séance des Lions passe encore au complet, même si Moussa Niakhaté et Cheikh Kouyaté ont rejoint le groupe. Quelques joueurs manquent toujours à l'appel, à commencer par Abdallah Sima, buteur ce mardi avec son club, le Glasgow Rangers, lors de la 22e journée du championnat d'Écosse. Pathé Ciss, entré en seconde période, a participé à la victoire de son équipe, le Rayo Vallecano, à Getafe, au cours de la 19e journée de la Liga espagnole. Idrissa Gana Gueye et Pape Matar Sarr, qui a prolongé son contrat à Tottenham jusqu'en 2030, font partie entre autres des absents du moment dans la tanière. Pendant ce temps, la Guinée, un des adversaires du Sénégal dans le groupe C de la CAN 2023, a entamé sa préparation à Abu Dhabi, aux Émirats en amical, le 8 janvier prochain. Pour le Cameroun, autre adversaire de poule des Lions du Sénégal, c'est le début du feuilleton André Onana. Le gardien de but a négocié et a obtenu l'aval de United, le 3e tour de la FA Cup, le 8 janvier prochain. Toutefois, selon le Daily Mail, le club mancunien espère retenir son gardien titulaire jusqu'au 14 janvier, veille du premier match du Cameroun à la CAN 2023. C'est pour permettre à Onana de jouer le match face à Tottenham. Une requête pas encore acceptée par le Cameroun, qui est déjà à la recherche du remplaçant du jeune attaquant François Mugué, qui a décidé de rester dans son club, l'Olympique de Marseille. Eric Choupo-Moting et Ngamale sont en concurrence pour le remplacer. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Soir d'Info, la suite avec Pape Plader et son invité ce soir, le professeur Ousmane Sène. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.